Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tour d'horizon de l'actualité sécurité civile de la deuxième quinzaine de février 2026. L'idée, vous l'avez compris, c'est de vous donner les faits essentiels, mais aussi de les relier à ce qu'ils changent concrètement sur le terrain. Je vais donc structurer ce point pharos en 3 temps. D'abord, comme je l'ai fait la dernière fois, je vais débuter par ce qui se passe en France, ensuite par ce qui s'est passé en Europe, et je finirai avec le reste du monde. Et tout au long, j'essaierai de vous apporter un regard opérationnel, simple et également objectif pour commenter cette actualité. Allez, c'est parti. On commence par la France, avec ce qui ne fait pas forcément la une, mais qui structure tout, à savoir les textes officiels. Et oui, il y en a eu pas mal pendant cette quinzaine, et elle a été marquée par plusieurs arrêtés qui touchent directement l'écosystème du secours, à travers la formation, mais aussi la prévention. Premier point, tout d'abord, avec un agrément interdépartemental de sécurité civile qui a été accordé à la Fédération Secours 60. Et derrière ce mot administratif, il y a une réalité opérationnelle. Cela cadre la capacité d'engagement d'une association, ses missions et ses obligations de maintien de niveau. Mon regard à ce sujet est très positif, mais à une condition toutefois. Un agrément n'a de valeur que s'il correspond à une capacité réelle, vérifiée et entretenue dans la durée. J'en profite pour saluer l'ensemble des associations agréées de sécurité civile qui constituent un maillon essentiel, vous le savez, dans l'organisation du modèle français de sécurité civile. Elles font tout un travail remarquable. Deuxième point, un arrêté du 17 février accorde des dérogations à la Fédération nationale de protection civile sur certaines formations, avec des compensations prévues, comme le recours à des assistants de formation, pour préserver la qualité des mises en situation. Là, je suis volontairement un peu plus nuancé parce que je suis intrigué. La dérogation peut être utile si elle répond à une contrainte réelle, mais elle doit rester encadrée et bien évidemment contrôlée. C'est tout à fait le cas ici, puisque cette dérogation permet d'assurer la formation continue des formateurs, malgré le nombre insuffisant de candidats vraisemblablement en Guadeloupe. Et cela m'interpelle parce que ça souligne les difficultés locales à maintenir des effectifs suffisants alors que la sécurité civile est l'affaire de toutes et de tous. Troisième point, et on reste sur la formation, mais côté premier secours, parce que la Direction générale de l'administration pénitentiaire est habilitée pour plusieurs unités d'enseignement, dont la sensibilisation aux gestes qui sauvent, le premier secours citoyen, le fameux PSC, et des modules de pédagogie de formateurs. Ici, le message est clair, l'État cherche à élargir et sécuriser la capacité de formation pour renforcer les compétences du personnel carcéral dans un environnement en très large surpopulation. Dans le même esprit, des textes modifient des habilitations de grands acteurs historiques, notamment la Croix-Rouge française et la 2F2S. C'est technique, mais c'est structurant, parce que cela touche des volumes formés, les territoires et la cohérence du dispositif national. Enfin, côté prévention, il y a eu un texte majeur avec l'arrêté du 19 février 2026 qui modifie le règlement de sécurité des ERP, et notamment les articles GN, GE, CO, les fameux CO, AM et encore quelques autres de l'arrêté du 25 juin 1980. Il prévoit une entrée en vigueur au 1er juin 2027. Je profite aussi de ce point pour rappeler que tout ce qui clarifie la prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et réduit l'incertitude améliore directement la sécurité des intervenants et aussi des occupants, bien évidemment. C'est aussi l'occasion de rappeler le travail essentiel, et je dirais même formidable, réalisé par l'ensemble des préventionnistes et sapeurs-pompiers, lors des commissions de sécurité, mais aussi lors des études de dossiers qui sont très nombreuses. On passe maintenant à l'actualité opérationnelle en France, et d'abord à ce qui pèse le plus, c'est-à-dire les événements climatiques et leurs conséquences, vous vous en doutez. Cette quinzaine s'inscrit dans une logique que j'appellerais « temps long sous contrainte », avec des épisodes météo rapprochés et des effets qui durent. Premier marqueur fort avec la tempête Nils qui continue de produire ses conséquences malheureuses, puisqu'une 3e victime, un agent du syndicat mixte Eau et Confluence, a été gravement blessé lors d'une intervention dans la nuit du 11 au 12 février et il a malheureusement succombé à ses blessures. Cela nous rappelle que le danger ne se limite pas au pic de crise, et ici en l'occurrence, au pic de la crue. Il s'étire notamment dans le retour vers un nouvel état de stabilité, parce que quand on est fatigué, quand il fait nuit, quand on veut aller vite et quand on en a assez, on ne souhaite qu'une chose, que ça s'arrête. Et là, le rôle de chacun, et en particulier de ceux qui supervisent les événements, c'est d'imposer une discipline de sécurité, même quand tout le monde a envie de passer à autre chose. J'insiste parce que nous sommes encore à 3 semaines du printemps, et nous n'en avons vraisemblablement pas encore terminé avec ces phénomènes. Deuxième marqueur, le SDIS 84 confirme l'engagement à partir du 20 février de personnel spécialisé envoyé dans le Lot-et-Garonne pour des reconnaissances et des évaluations de dégâts. C'est un bon signe, c'est même un très bon signe, parce que cela montre que le modèle de solidarité tient. Mais il faut regarder un cran plus loin, et en l'occurrence plus loin dans le temps.
Ce qui devient critique, ce n'est pas seulement la capacité à partir en renfort, c'est la capacité à le faire sans épuiser les équipes et sans fragiliser la continuité de service sur le territoire d'origine. Il faut donc espérer que la météo sera désormais plus clémente pour que chacun puisse souffler, avant que ne débute notamment la saison des feux de forêt, bien qu'aujourd'hui la saisonnalité ne soit plus réellement marquée compte tenu des aléas climatiques qui surviennent toute l'année. Et j'en prends pour preuve les 28 degrés ressentis à Orthez il y a à peine quelques jours. Sur le plan économique et assurantiel à présent, la période est marquée par un signal lourd. Les assureurs s'alarment du coût des tempêtes et des inondations rapprochées, avec l'idée d'un cluster d'événements concentrés sur quelques jours et un débat relancé sur l'assurabilité des zones les plus exposées. Et là, je ne vais rien inventer, vous l'avez compris, ce sujet va vraisemblablement devenir une question de gestion de crise à part entière. Parce que derrière l'assurance, il y a la capacité des ménages, mais aussi des collectivités à se relever, et donc la résilience réelle des territoires. Rappelons qu'il est question de 2 à 3 milliards d'euros d'indemnisation suite aux différentes crues qui ont touché et touchent encore la métropole en ce début d'année 2026. Et on arrive seulement au mois de mars. Je veux maintenant revenir sur un sujet qui traverse tout le système puisqu'on en a parlé il y a déjà 2 semaines. Les violences contre les sapeurs-pompiers. Le ministère de l'Intérieur a annoncé un plan de prévention et de lutte contre ces violences présenté le 13 février, on en a parlé. Il y a 19 mesures annoncées avec des axes de connaissance, de prévention, de protection et de réponse. C'est nécessaire parce que le phénomène est documenté et qu'il abîme la mission elle-même. Alors soyons lucides, il faut saluer ce plan et l'engagement du ministre de l'Intérieur à ce sujet, mais un vrai plan n'est pas une victoire. La victoire, c'est quand sur le terrain, vous avez des suites judiciaires lisibles, une coordination efficace avec les forces de l'ordre, des consignes d'engagement adaptées et un soutien réel aux victimes. Mais la vraie victoire, vous serez d'accord avec moi, c'est quand il n'y a plus de sujet, parce qu'il n'y a plus d'agression, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, dans la dernière quinzaine, l'actualité judiciaire illustre ce sujet parfaitement. À Toulouse, un homme ayant menacé des pompiers au couteau, puis foncé sur eux avec une voiture, a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme. Ce qu'il faut bien comprendre avec ces phénomènes malheureux, c'est que lorsqu'un équipage de secours se fait agresser, ce ne sont pas juste des gens en uniforme qui se font agresser. Cela fragilise la capacité d'un territoire à apporter une réponse d'urgence à des sollicitations diverses qui peuvent potentiellement sauver des vies. C'est donc du sabotage collectif. Et tout l'intérêt de ce plan réside dans la fermeté qui est opposée aux agresseurs pour que cela cesse enfin définitivement. On continue maintenant avec un fait marquant qui parle directement de gestion de crise et de coordination. C'est le retour d'expérience médiatisé sur la collision de 2 avions de la patrouille de France raconté de l'intérieur 1 an après l'événement. Ce qui laisse une fenêtre d'anticipation mais impose une lecture sérieuse dès maintenant. Ce qu'il faut retenir au-delà de l'émotion, c'est la mécanique, la bascule brutale, la surcharge cognitive et le besoin d'une organisation qui tient et surtout d'une communication claire. La gestion de crise, c'est souvent ça. Passer en 1 seconde d'un monde stable à un monde instable. C'est une rupture. Et derrière, il faut garder la capacité de décider proprement et tout de suite. Je vais à présent terminer la séquence franco-française avec l'innovation, parce qu'elle devient un levier de plus en plus concret. Un exemple marquant dans la période, c'est tout simplement un drone conçu pour résister à de très fortes températures, avec l'objectif de reconnaître le terrain et de transmettre des données en temps réel avant ou pendant l'intervention. Vous pourriez dire qu'il existait déjà, mais pas sous cette forme, parce que ce type de technologie est évidemment très intéressant puisqu'il peut réduire l'exposition humaine au flux thermique, et ce modèle en particulier est protégé par un isolant breveté en aérogel ultra léger. Celui-ci est presque entièrement constitué de pores remplis d'air, qui sont entourés d'un plastique résistant aux températures élevées puisqu'il est question de 200 degrés. Il a notamment été développé par l'école polytechnique de Lausanne, et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, avec les liens des différents arrêtés dont j'ai parlé précédemment. Que s'est-il passé en Europe pendant cette quinzaine? Le fait le plus marquant de la période est un incendie d'un immeuble à Manlleu, en Catalogne, près de Barcelone. Il a fait 5 morts et aussi des blessés légers. Une enquête a bien évidemment été ouverte pour déterminer les circonstances exactes. Ce type d'événement est en fait un rappel dur mais utile. L'incendie urbain n'a pas disparu, loin de là. Et il se complexifie avec les usages, les stockages, la compartimentation réelle des bâtiments, des nouveaux matériaux et parfois la difficulté d'évacuation. Le lien pédagogique ici est évident. La prévention et la conformité ne sont pas une formalité. Ce sont des minutes gagnées, des fumées contenues, des issues praticables. Et quand la prévention est faible, l'intervention devient malheureusement plus dangereuse, plus incertaine et parfois insuffisante. D'où l'intérêt d'adapter les textes réglementaires au contexte. On dézoome encore pour voir ce qui s'est passé à l'international dans le monde entier. Parce que certains événements posent des enseignements forts et parfois annoncent des tendances. Ainsi, au Chili, à Santiago, un camion transportant du gaz liquéfié s'est renversé puis a explosé le 19 février, faisant au moins 4 morts et de nombreux blessés avec des dégâts sur de nombreux véhicules, vous vous en doutez.
C'est typiquement le scénario catastrophe technologique sur axe ouvert, au milieu de la vie quotidienne. Et l'enseignement majeur, c'est la préparation, les itinéraires, les plans, la coordination multiservice et la culture de la décision rapide, parce que le temps entre l'incident et la catastrophe peut être très court, surtout lorsqu'il s'agit d'un blève. Je préciserai donc que les effets missiles peuvent dépasser largement les 500 mètres et que l'évacuation la plus large possible est forcément nécessaire, car certaines projections peuvent perforer des murs, mais aussi des toitures. Et c'est probablement l'une des interventions les plus dangereuses, à la fois pour les sapeurs-pompiers et pour les personnes qui se trouvent directement à proximité. Si vous avez déjà été confronté à ce type de scénario catastrophe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, faites-nous part de votre retour d'expérience sur le sujet, parce que c'est aussi intéressant que dangereux, et ça permettra de faire vivre la communauté sur des thématiques très particulières. De l'autre côté du globe, en Chine, dans la province du Hunan, un camion de pompiers a malheureusement fait une chute d'une falaise au retour d'une intervention, causant la mort de 6 pompiers et en blessant un 7e. Je m'arrête juste une seconde là-dessus parce que c'est universel. Le risque routier des secours eux-mêmes est un risque majeur. Et trop souvent banalisé. La première mission avant de sauver, c'est de rentrer vivant, bien évidemment. Parce que si vous perdez les équipes, vous perdez la capacité de secours. Et en France, il arrive régulièrement que des véhicules de secours, notamment des poids lourds, se couchent sur la route après des accrochages, ou voire même seuls, alors que cela pourrait être évité. Et un point doit attirer votre attention. Et je me permettrai de vous rappeler à ce sujet que beaucoup de personnes conduisent encore avec des écouteurs sur les oreilles et n'entendent pas les avertisseurs sonores des secours, le fameux 2 tons. Il est pourtant puissant, voire très puissant. Et si vous ne pouvez pas l'entendre, alors c'est que vous êtes vous-même un danger. Un danger pour vous-même, bien sûr, pour les secours et aussi pour les autres usagers de la route. Enfin, on retourne sur le continent américain, puisqu'aux États-Unis, à Los Angeles, les pompiers alertent sur la hausse des incendies liés aux batteries lithium-ion et demandent des règles plus strictes, notamment au regard de la toxicité des fumées. C'est un sujet qui va remonter de partout, et c'est même déjà en cours avec un nouveau classement, vous l'avez probablement déjà vu. Les batteries sont dans les logements, les caves, les commerces, les mobilités, et parfois dans des conditions de charge et de stockage très discutables. Et cela va imposer une montée en compétences en prévention, en information du public et en doctrine d'intervention. J'en profite donc pour faire un petit rappel pédagogique à ce sujet, parce qu'on ne laisse pas traîner un appareil en charge sur son lit, sur son canapé, ou toute autre surface facilement inflammable. Tout le monde le fait, et c'est méconnaître la rapidité de propagation d'un feu naissant avec ce type de batterie. Prendre quelques secondes pour recharger un appareil dans de bonnes conditions, c'est peut-être se sauver la vie et celle de ses proches. Pour finir, je vous propose une conclusion simple, parce que ce point d'actualité sécurité civile doit servir à quelque chose. Sur ces 15 derniers jours, je vois 3 messages de fond. D'abord, la crise n'est plus toujours un événement, c'est souvent une durée, avec une fatigue, une logistique et une continuité de service mise à mal. Ensuite, les risques technologiques et climatiques se croisent de plus en plus, ce qui exige une préparation plus fine et bien sûr plus réaliste. Et enfin, la question du respect des secours devient un enjeu de sécurité civile à part entière, parce qu'elle conditionne la capacité à intervenir. Alors si vous avez trouvé ce point utile, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter, bien évidemment, à partager cette vidéo autour de vous, parce qu'une information fiable et structurée, c'est aussi une manière de renforcer la culture du risque. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je suive de façon régulière, les inondations, les violences, la prévention dans les ERP, les innovations technologiques, ou les risques émergents comme le lithium-ion dont on a parlé aujourd'hui. Je suis à votre écoute et j'essaye d'être bien évidemment le plus synthétique possible, mais s'il faut le faire plus long, alors soit, je le ferai. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour le prochain Point Pharos. À bientôt.